Vous êtes fort en économie. Klaus Schwab, Bilderberg, Davos, ça évoque quoi pour vous? Mais c'est de grandes messes, bien sûr. Hein. Moi, je ne pense pas qu'on a besoin de grandes messes et de grandes discussions. Il faut clarifier les choses. Il faut avoir un seul président, si possible, un président élu. Il faut un Parlement européen avec des pouvoirs peut-être plus petits. Et il faut de nouveau rêver à l'Europe qui s'occupe des choses les plus importantes. L'idée de circonscription fédérale, donc c'est-à-dire que tout le monde peut voter pour tout le monde, c'est normal. C'est pas normal qu'on a un Premier ministre qui a été élu par juste une toute petite partie de la Belgique, parce que comme ça, on ne sent pas la représentation. Le Covid, de votre point de vue personnel en tant que Rudy Arnaud, c'est comédie de boulevard ou c'est une vraie pandémie? Moi, je suis toujours sceptique parce qu'on ne sait toujours pas d'où ça vient. On ne sait toujours pas les vraies conséquences. On sait effectivement que c'est un peuple plutôt âgé qui a été touché essentiellement. Donc voilà, sûrement qu'il y avait un problème de virus, mais on ne va jamais savoir d'où ça vient et quel est derrière. Un autre sujet qui fait beaucoup peur à ceux qui nous suivent, c'est la fin du cash en fait. Oui, mais la fin du cash, on a vu qu'en Suède, on a vraiment aboli le cash, on est revenu là-dessus. Parce que finalement, on a besoin de cash dans une société, donc il faut arrêter de penser que cash les sociétés. Il y a aussi 2,5 milliards de gens dans le monde qui n'ont pas un compte bancaire. Donc on va faire quoi? On va donner des crypto-coins à tout le monde? Mais il y a de la corruption partout. Hein. Il y a les pays comme l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie sont les pays avec le plus haut niveau de corruption, si on croit les chiffres de Transparency International. Et donc, effectivement, la corruption est liée à deux choses. Un, le niveau de taxation, première chose. Et deuxièmement, le sentiment, qu'est-ce qu'on fait avec nos impôts? On voit par exemple des pays comme la Suède ou la Finlande, où le taux d'imposition est presque autant élevé qu'en Belgique, mais les gens ont vraiment le sentiment que ces impôts sont bien utilisés. Et donc là, il y a moins de fraude. Chez nous, en Belgique, il y a beaucoup de fraude parce qu'en même temps, on voit qu'on paye énormément de taxes et on voit que des scandales. Regarde tous les scandales qu'on lit avec les pensions des parlementaires et chaque scandale qui sort tous les jours. Les gens disent, est-ce que je dois payer pour ça? Et donc, si on peut l'éviter, on l'évite. C'est sympathique ce que vous faites et j'aime bien que vous êtes indépendant et autonome. On a besoin dans les médias des gens qui osent dire ce qu'ils pensent et qui sont indépendants. Donc, la réponse est oui, bien sûr. Bonjour les amis, on est dans les arcanes du pouvoir, en tout cas une fondation universitaire qu'on ne connaît pas bien, qu'on va découvrir, avec un personnage que vous aurez appris à connaître, qui s'appelle Rudy Arnaud. Bonjour Rudy Arnaud. Bonjour. Alors on est où ici? Ici, on est dans la fondation universitaire, c'est donc une fondation au centre de Bruxelles, qui est une fondation qui a pour but de réunir les professeurs de toutes les universités de la Belgique. Ben donc, comme salle de propre, c'est pas mal ici. Hein. Donc il y a des choses qui se décident politiquement, économiquement ici? Non, pas du tout. Ce n'est pas un lieu de décision, c'est plutôt un lieu, comme je dis, de rencontre et d'échange des idées. Donc, on fait des séminaires, il y a la remise de prix Francky, il y a aussi la possibilité pour les professeurs invités de loger. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre et de débat. Voilà, ravi de découvrir. Rudy Arnaud, en quelques mots, vous avez été chef de cabinet dans le Nord comme dans le Sud et au fédéral. Hein. Et au niveau de l'Europe aussi. Donc, je suis dans le Guinness Book of Records pour ça. C'est pas mal, ça, non? C'est vrai, vous êtes le seul à avoir fait ça? Le seul à avoir fait ça, effectivement. En tous les cas, d'être un flamand, parce que vous êtes d'origine flamande, vous êtes de quelle origine? Je suis de l'origine près de Bruges, un village, un bled qui s'appelle Torhout, qui est donc voilà, qui est à côté, qui est de West-Vlaanderen. Mais donc le premier chef de cabinet que j'ai fait, c'était en Wallonie, et c'était lié à la présidence belge de l'Union européenne, parce que l'année prochaine on sera de nouveau président de la Belgique. Et moi j'étais le conseiller spécial de la présidence belge. À partir de là, je suis resté en Wallonie. Quand on est cabinetard, on va appeler ça comme ça, vous n'avez pas d'ennui quand un ministre a des ennuis, par exemple? Pas du tout, parce que bon, dans ce cas de figure, il s'agit quand même vraiment des choses qui ont eu lieu après le cabinet, après son période ministérielle. Et donc, moi, je suis tout à fait à l'aise. Je n'étais jamais mêlé dans ces histoires. D'ailleurs, j'écris plein de livres sur la corruption. J'ai mes idées sur la corruption, à savoir, bien sûr, contre la corruption. Alors, dans le Monopoly européen, on va appeler ça comme ça, de la Commission, vous êtes quoi, un chief économiste, c'est ça? Senior économiste, officiellement, ça s'appelle, je m'occupe de la politique industrielle, politique de financement. Et donc, c'était un peu le métier que j'ai toujours fait. J'ai fait ça, j'étais chef de cabinet à l'Europe, comme j'ai dit. J'étais senior économiste, chief économiste au niveau spatial. Donc, j'ai fait plusieurs choses. J'étais le conseiller spécial de la présidence belge. Et donc, j'étais le chef du cabinet du comité économique et social. Donc, j'ai fait plein de choses dans toutes ces institutions européennes qui, pour beaucoup de gens, sont des domaines un peu obscurs.
Et dans les obscurs, bah justement, nous on est là pour remettre un peu l'éclairage sur les côtés obscurs. Rudy, donc, c'est quoi ton vrai travail du quotidien, là, qu'on comprenne? Le vrai cadre quotidien, c'est, en ce qui me concerne, c'était surtout m'occuper de où est-ce qu'on doit aller avec l'Europe. Par exemple, prenons l'industrie. Je suis un grand fan de ce qu'on appelle reshoring. Reshoring, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industrie qui nous a quittés dans les années 80, 90, 2000, qui sont surtout partis en Vietnam, en Chine, mais aujourd'hui, les paramètres sont tellement changés qu'il faut qu'ils reviennent. Donc c'est la sidérurgie, un truc comme ça? Pourquoi pas la sidérurgie, mais aussi le textile, pourquoi pas? On a calculé, si on prend le coût total, donc on ne parle pas uniquement des salaires, sachant qu'en Chine, quand même, les salaires ont augmenté de 15% par an, mais on parle du coût total, donc les salaires, le coût environnemental, le coût de transport, le coût logistique, le fait que le consommateur préfère utiliser des biens et des services d'ici, on voit que pour 56% des entreprises qui nous ont quittés, ils ont économiquement intérêt de revenir. Donc ma position, c'est faisons-le revenir. Et donc, de nouveau, osons parler d'une politique industrielle, d'une réindustrialisation de l'Europe. Et notamment, si on parle de Wallonie, mais je pense qu'il ne faut pas penser à des parcs de récréation, il faut penser aux vraies industries, une vraie industrie clean et digitalisée. Le Covid vous aide un petit peu alors dans cette stratégie. Le Covid a tout à fait ouvert les yeux, parce qu'en certainement, on avait besoin de masques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit non, on n'a pas besoin de masques. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait plus à les produire. On a des grands centres textiles à Tournai, à Moucron, à Courtrai. Toutes ces entreprises, aucune est encore capable de faire des masques. Donc ça nous avait ouvert les yeux en disant c'était une foutaise de laisser partir toute notre industrie pour les salaires. Et donc il faut les faire revenir. Il faut de nouveau avoir une stratégie autonome pour l'Europe pour que de nouveau on aura une industrie. Regarde la Belgique. Si on prend le PIB, donc l'économie totale de la Belgique, il n'y a que 16% qu'il y a l'industrie. Une économie où tout dépend de 16% d'industrie ne peut pas être autonome. Ça veut dire que 84% c'est des services ou des services aux services. Ce n'est pas un modèle durable. Toute l'équipe BAM et ceux qui nous écoutent sont beaucoup des petits indépendants, des PME, PMI. Ça représente 90% de l'économie en Belgique, je pense. Hein. Oui, tout à fait, mais il y a beaucoup de services. Par exemple, si on prend tous les magasins, ben ça, c'est des services. Quand je parle vraiment de l'industrie ou une valeur ajoutée, ça ne représente que 16% de l'économie. Le commun des mortels, c'est pas fait grand-chose au niveau industriel. Ce dont les gens souffrent, c'est qu'économiquement, c'est de plus en plus compliqué. Après le Covid, ça a été la crise énergique, et maintenant, on est dans une crise économique. Mais tout à fait, mais ça vaut partout. Ce n'est pas uniquement le cas de l'Europe. Et je pense que maintenant, il ne faut quand même pas oublier que le marché existe en Europe. Pourquoi on va produire des produits à l'autre bout du monde pour de nouveau les importer pour les vendre à Bruxelles, Madrid ou Paris? Il faut avoir l'idée qu'ici, on doit de nouveau produire. Et moi, vraiment, ce que je voudrais, c'est qu'on fait une politique active pour que toute cette industrie revienne. De nouveau, qu'on a du boulot ici, du boulot peut-être digitalisé, pas comme avant. Et comme ça, on va avoir une économie qui tourne. Et quand l'économie tourne, on a du pouvoir d'achat. Quand on a du pouvoir d'achat, les classes moyennes peuvent vendre leurs biens, leurs services. Et c'est comme ça qu'on fait marcher une économie. Une économie qui est forte, c'est une économie où l'industrie est bien développée. Regarde l'Allemagne, 25% de leur économie, c'est l'industrie. Regarde le Pays Basque, 27%. Et donc on voit que c'est là que ça se passe. Il faut arrêter de dire, nous, on laisse partir l'industrie, on va être juste des services ou des services ou des parcs de récréation. Et je pense que notamment la Wallonie a tous les atouts pour le faire. On devrait avoir vraiment une politique industrielle à Wallonie pour mettre la Wallonie de nouveau. C'est des moyens gigantesques, ça. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de subsides. Parce que de nouveau, quand on prend tous les paramètres, purement économiquement, la plupart de ces industries, la plupart de ces usines auront intérêt de nouveau de produire ici. On peut parler sans langue de bois, parce que tu écris beaucoup de livres hein, là-dessus. L'Europe vue de l'intérieur aussi. Est-ce que l'Europe va bien? La Commission va bien? On a l'impression que c'est un foutoir incroyable. Le grand problème de la Commission, c'est bien sûr la structure. Hein. On a une armée de 50 000 fonctionnaires. Puis, je ne sais pas si vous venez, la grande question de Kissinger, il y a 40 ans, il dit, si je veux parler avec l'Europe, qui je dois téléphoner? Mais aujourd'hui, c'est encore pire. On a 7 présidents. Je pense que si je pose la question aux écouteurs, dis-moi, qui est le président du comité de région? Personne ne sait le nom. C'est qui? Je ne le sais pas non plus. Je rigole, mais je veux dire, c'est trop compliqué. Il faut vraiment simplifier la chose. Il faut qu'il y ait un seul président. On voit par exemple la grande lutte entre Ursula von der Leyen et Michel, mais on voit bien que l'un déteste l'autre parce qu'ils ont tous les deux une fonction qui n'est pas claire. Il faut clarifier les choses, il faut avoir un seul président, si possible un président élu. Il faut un Parlement européen avec des pouvoirs peut-être plus petits. Et il faut de nouveau rêver à l'Europe qui s'occupe des choses les plus importantes et pas des petites choses.
Tu serais président de la commission, tu ferais quoi, toi? Ce que je ferais, c'est d'abord, je mets de l'écart tout ce qui n'est pas essentiel. Par exemple, pour donner juste un exemple, est-ce que c'est à la commission de déterminer ce qu'on peut manger quand on mange du fromage? On connaît l'histoire d'Hervé, mais aussi l'histoire, par exemple, en Corse, où à un certain moment, on a dit aux Corses, vous n'avez plus le droit de manger le fromage qu'ils mangent depuis des décennies à cause de l'Europe. Non, c'est pas ça. Regarde le Brexit. J'ai analysé la presse en Grande-Bretagne juste avant le Brexit. C'est des petites histoires qui font qu'on déteste l'Europe. Des petites histoires sur des petites réglementations que l'Europe fait, dans la diarrhée de la réglementation, je l'appelle. Donc, il faut focaliser de nouveau comment ça a commencé. L'Europe a commencé avec ce qui est stratégique. C'était le charbon et la sidérurgie. C'est parti de là, le CK. Et c'est à partir de là qu'il faut aujourd'hui dire quelle est l'importance pour l'Europe. Je donne un exemple, l'industrie. Un autre exemple, par exemple, Erasmus for All. Et donc, un autre exemple, c'est le climat. Donc, prenons les grands chantiers et disons que l'Europe s'occupe que des grands chantiers parce que c'est là que l'Europe a une valeur. C'est là que 1 plus 1 fait 3. Et oublions toutes ces petites choses. Et quand on fait ça, en même temps, on fait une structure beaucoup plus flexible, beaucoup plus petite et beaucoup plus proche des citoyens. Et c'est ça qu'il faut faire. On jette un coup d'œil sur le Covid. Les industries, c'est Pfizer qui fabrique des vaccins, ou GSK aussi. Oui, ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'industries qui le font. Pas mal en Belgique, en fait. Ben justement, c'est un domaine dans lequel on est très bien. On a vu avec GSK, avec Johnson Johnson, finalement. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui, notamment, sont des entreprises aussi américaines, mais qui travaillent ici. Donc, c'est une bonne chose. Dans le domaine, bien. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles on doit se développer davantage. Par exemple, je prends les batteries qu'on a besoin pour les voitures électriques. Quand on regarde en 2030 sur les batteries électriques qui sont produites en Europe, c'est surtout essentiellement des usines qui appartiennent à la Chine. Là, je trouve que l'Europe se trompe. On fait des réglementations pour que les autres puissent les produire. Non, on devrait dire, nous, on a certaines règles, et pour cet exemple des batteries, c'est une opportunité pour le futur. Il faut que notre industrie en profite. Klaus Schwab, Bilderberg, Davos, ça évoque quoi pour vous? Mais c'est de grandes messes, bien sûr. Moi, je ne pense pas qu'on a besoin de grandes messes et de grandes discussions. Moi, je suis très concret, je veux des choses concrètes. Si on veut qu'il y ait plus d'entreprises, il faut qu'on trouve des financements faciles. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'argent. L'intérêt, bien sûr, a augmenté. Et donc, on voit de nouveau que les entreprises souffrent de financer leur activité, de financer la croissance. Donc, trouvons une solution. Pas une solution publique, pas des subsides, mais il y a des manières pour faire que toutes les entreprises ont accès au financement. Donc moi, je préfère de loin les choses tout à fait concrètes que des visions dans 50 ans. L'Europe doit de nouveau dire on doit être autonome. Et je pense que le monde a changé. On a toujours parlé de la globalisation et le libre-échange. On est dans un autre monde. On est dans un monde qui est un bloc chinois, les Américains et l'Europe. Et l'Europe doit dire nous sommes très bien au niveau climat. On va être le pape du climat. Mais quand on est ça, il faut obliger toutes les entreprises d'autres pays qui viennent sur notre marché, qui respectent les mêmes critères. Donc si on vend sur le marché européen, il faut respecter les critères environnementaux et sociaux. On peut appeler ça un protectionnisme. Pour moi, ce n'est pas du protectionnisme, c'est le level playing field qu'on va remplacer par un loyal playing field. On joue avec les mêmes règles. Je reviens sur les grandes messes, comme on disait tout à l'heure. Le grand reset, on est en train de parler de formation. Il y a les Young Global Leaders. Alexandre De Croo est notoirement un Young Global Leaders, avec des liens avec Bill Gates, tout ça. C'est normal, ça? Moi, je trouve que c'est un peu meubler les choses. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que si on prend la Belgique, par exemple, où est le problème chez nous? Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de gens qui sont en activité. Si on prend les chômeurs, les gens qui sont en maladie de longue durée, là-dedans, bien sûr qu'il y a aussi des malades, bien sûr des gens qui sont, parce que c'est surtout psychologique, on est presque à un vivier de 1 million de personnes. En même temps, on voit que beaucoup d'entreprises cherchent de l'emploi. On parle de 250 000 personnes. Au minimum, je pense que même il y a plus de postes vacants maintenant que de gens libres. Et on voit des restaurants qui ferment les week-ends parce qu'ils ne trouvent pas de gens. Et donc là, c'est très clair, c'est très facile ce qu'on doit faire. Il faut mettre les deux autour de table, il faut faire ça avec réglementation, avec motivation. Et là, je ferai aussi un appel aux syndicats de jouer leur rôle. Parce que les syndicats ont été créés pour exécuter le droit au travail et pas le droit au chômage. Mais pour revenir aux Young Global Leaders, quand certains prétendent, et je fais un peu partie de cela, de dire qu'il y a la vérité au milieu, est-ce qu'il y a un ordre qui est donné par un deep state ou quelque chose, un ordre supérieur qui contrôle les dirigeants? Non, pas que je cherche. Je ne suis pas au courant de quel ordre supérieur, je ne le pense pas. Les Young Global Leaders, c'est visible. On sait qui y est, qui n'y est pas.
Oui, je n'ai pas vraiment une opinion là-dessus parce que je trouve Tu n'as ça... pas envie ou tu ne peux pas le dire? Non, je trouve ça plutôt marginal. Je pense qu'on lui donne trop d'importance. C'est Pour vrai. moi, c'est une question marginale. C'est pas ça qui va changer le monde, hein. C'est peut-être parce que tu es Young Global Leader aussi, alors. Peut-être, non, je ne vois pas les choses comme ça, tu vois. Je trouve vraiment que c'est des choses triviales dans ce qu'on doit faire. Pour moi, c'est beaucoup plus important de savoir où on doit voir que plutôt avec qui est OK derrière. Voilà, parce que ceux qu'on dit les complotistes, par définition, c'est ceux qui voient la vérité avant les autres, hein. Dans le dictionnaire, c'est comme ça. Donc simplement, dès qu'on n'était pas d'accord, on était traité de complotistes. Donc il y a eu un manque de dialogue terrifiant entre la population et les dirigeants. Oui, mais ça, c'est le clivage avec les citoyens. Parce que c'est ce que le Donc, projet... c'est de la faute des citoyens, c'est ça que tu me dis. Non, non, je pense que... Écoute, il n'y a pas longtemps, je suis allé visiter la maison de Monet. Monet, c'est un des fondateurs de l'Europe, hein. Et j'étais avec le petit-fils de Monet. Le petit-fils de Monet racontait que son grand-père, quand il recevait un document de l'administration, il donnait à son chauffeur. Si le chauffeur disait « je ne comprends pas », retour. On devrait faire la même chose. Si on fait la même chose avec les documents de l'Europe, il faut tous les retourner. Et on doit tous avoir un chauffeur. Peut-être tous avoir un chauffeur, mais surtout avoir quelqu'un, un citoyen, qui arrive à lire tous ces documents. Et je pense, ce que je reproche aussi à l'Europe, il y a beaucoup de communication entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Mais c'est pas ça. Où est le citoyen? Mais il n'y a pas de transparence, il n'y en a aucune. Même si on la cherche, elle est compliquée. Comment est-ce que la Commission pourrait être plus claire vis-à-vis de la population? Mais je pense déjà qu'il faut changer le jargon. Parce qu'on a un jargon, ce qu'on appelle technocrate. Dans mon livre que l'Europe vue de l'intérieur, j'ai dit, je veux aucun jargon. Il faut que tout le monde le comprenne. Et je me souviens que j'ai rencontré une fois le petit-fils de Jean Monnet, au musée Monnet. Il racontait que son grand-père, fondateur de l'Europe, ou cofondateur de l'Europe, quand il avait un document qui venait de l'administration, il donnait à son chauffeur. Et si son chauffeur dit, je n'y pige rien, retourne à l'administration. Si on ferait ça avec les documents de la Commission, je pense que tout le document, il faut le retourner, il faut le rendre simple. Des parlementaires citoyens, c'est raisonnable, ça? Oui, mais bon, il faut quand même voir qu'on a des parlements qui sont élus. Je ne crois pas trop dans une démocratie où tout le monde arrive là pour faire, parce que ça devient de nouveau de grands-messes. Et voilà, il faut. Le système politique est qu'on a un système de représentation. Représenter, ça veut dire que quelqu'un présente. Le grand problème de représentation, et là je cite le philosophe Jacques Derrida, c'est que souvent on oublie qu'on représente quelqu'un. On oublie, et puis il y a des objectifs à atteindre, on va appeler ça des KPIs, ça peu importe. Et s'ils ne sont pas atteints, on pourrait dégager la personne, en fait. Ce qui est en politique tout à fait différent, parce qu'en politique, on est élu pour 5 ans, jusqu'à 5 ans. On a l'impression qu'on signe un chèque en blanc, et puis après, on verra pour les prochaines élections. Il y a des politiques qui n'hésitent pas à le dire, en fait, hein. Ah oui, mais c'est vrai aussi, on a tout le poids de la particratie aussi, hein. C'est beaucoup plus important de savoir la place qu'on est sur la liste plutôt d'être élu. Donc, on n'est pas vraiment dans une démocratie, on est dans une particratie. C'est le cas pour la Belgique, mais c'est aussi pour l'Europe, hein. C'est des familles politiques qui gèrent, hein. La politique vous a un peu touché, puisqu'avec notre ami Michael Modric-Hamel, nous aviez créé un parti. Rappelez-nous en 2 secondes ce que c'était. Mais d'abord, pour moi, l'idée, c'était d'avoir un parti belge. Parce que je regrette qu'on n'a pas un parti belge, hein. Si moi, je suis flamand, je veux bien voter pour un wallon ou pour un bruxellois, pourquoi je dois voter que pour les flamands? Roland Duchâtelet le prétendait déjà aussi avant. Voilà, Roland Duchâtelet est tout à fait d'accord avec moi aussi. Et je pense que l'idée de circonscription fédérale, donc c'est-à-dire que tout le monde peut voter pour tout le monde, c'est normal. C'est pas normal qu'on a un Premier ministre qui a été élu par juste une toute petite partie de la Belgique, parce que comme ça, on ne sent pas la représentation. Il est issu du plus petit parti de la coalition, donc ce qui est quand même complètement débile, hein. C'est complètement dingue, c'est pas la démocratie, c'est le 7e parti. Oui. En plus, on a un peu tous les partis qui sont au pouvoir, ils ont comme effet commun qu'ils ont tous perdu les élections. Donc c'est normal que les gens disent c'est quoi cette histoire? Et donc du coup, tu crées un clivage et tu crées une méfiance dans la politique. Si on regarde les enquêtes, dans toute l'Europe, le pays où les gens ont le moins confiance dans le gouvernement, c'est la Pologne. Après, c'est la Belgique. Un autre sujet qui fait beaucoup peur à ceux qui nous suivent, c'est la fin du cash, en fait. Oui, mais la fin du cash, on a vu qu'en Suède, on a vraiment aboli le cash, on est revenu là-dessus. Parce que finalement, on a besoin de cash dans une société, donc il faut arrêter de penser que cashless society. Il y a aussi 2,5 milliards de gens dans le monde qui n'ont pas un compte bancaire. Donc on va faire quoi? On va donner des crypto-coins à tout le monde? Non, si on liste le cashless, on va réduire le cash, mais le cashless ou sans cash, ça ne va pas arriver. Et je suis tout à fait convaincu qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Bien sûr, on a toutes les cartes et tout ça, mais on va aussi du cash et le cash va rester.
On le voit, le cash fait partie du folklore économique. Je parle de folklore, mais comme en Italie, hein, on a beau mettre des boîtes noires, c'est un argent qui tourne bien et vite en fait. Mais il faut savoir quand même qu'en Italie ou en Belgique, on estime qu'entre 15 et 20% de l'économie, c'est l'économie en noir. Donc oui, mais c'est l'économie en noir qui fait aussi partie de l'économie. Et on ne peut pas dire, ah, on va maintenant abolir le noir, donc le 15% va devenir blanc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus, il faut voir, il y a une grande différence entre la fraude fiscale, la corruption, et le fait qu'on donne un pourboire au garçon qui n'a ni vu ni connu. Je pense qu'il faut quand même pas exagérer non plus là-dessus. La commission de travail sera un programme sans cash en Europe? Sans cash, non, mais quand même, on est aussi avec la Banque Centrale Européenne, il y a l'idée d'avoir un digital money. Hein. Donc, digital money, c'est-à-dire c'est une espèce de billet, si on veut, mais digital, qui n'est pas crypto parce qu'il est émis par la Banque Centrale. Donc, ça va être une alternative au cash. Ça, on se prépare à ça. Même chose, il y a un contrôle puissant de l'OMS, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un contrôle économique. On a l'impression qu'on va perdre, nous, beaucoup de liberté en Europe. Mais je pense que quand on regarde, on a perdu beaucoup de liberté dans beaucoup de domaines. Je pense qu'on perd beaucoup de liberté, il y a beaucoup de contrôle. Et ouais, il y a un économiste qui s'appelle Mandeville, c'est un économiste qui était à la base d'ailleurs de la théorie de main invisible, il a écrit un livre qui s'appelle Le Fable des abeilles. Et c'est très intéressant. Donc c'est une princesse qui change son monde. Elle prend des mesures pour qu'il y ait moins de corruption. Et au début, on voit au début du livre, c'est un livre qui marche. À la fin du livre, les cafés s'arrêtent, la construction s'arrête, il n'y a plus rien qui se reste. Et l'abeille s'appelle Ursula? L'abeille s'appelle pas Ursula, mais quand même, je pense qu'Ursula n'est pas sur ce domaine le grand défendeur de Cashless Society. Je ne pense pas qu'elle est là-dessus. Je pense qu'elle a vraiment d'autres domaines dans lesquels elle se positionne maintenant que ça. On va avoir bientôt, après Calvan, c'est un lobbyiste, parce qu'on est dans la ville de lobbyistes et même des espions, hein, donc ici à Bruxelles. Ils portent plainte à titre personnel contre Ursula von der Leyen pour une non-transmission, principalement, des SMS qui servaient en discussion pour la elle. C'est des choses qui sont tolérables, ça? Mais je trouve ça aussi bizarre, cette histoire des SMS privés. De nouveau, quand on fait un achat, il y a des procédures respectées. À partir de certains moments, il faut une publication. Bon, bien sûr, avec le Covid, les choses ont dû aller très, très vite, mais quand même, il reste des procédures respectées. Donc, on verra ce qui arrive, mais je trouve tout à fait incroyable que par SMS, on fait une grande commande et je ne crois pas que ça se fait comme ça. Tous les contrats qu'on a vus ont été caviardés, donc on a masqué l'essentiel. On est dans un manque de transparence totale, là. Mais je pense que la Commission, c'est un grand plaidoyer de la transparence. On a un registre de lobbyistes qui est transparent, il y a beaucoup de transparence, mais on a vu qu'il y a, regarde les problèmes qui sont faits avec le Parlement européen, notamment aussi avec des socialistes wallons là-dedans. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on plaide la transparence qu'il n'y a pas des exceptions, mais il faut effectivement, à mon opinion, il faut la transparence parce qu'on parle ici des deniers publics, de l'argent public, et l'argent public, il faut que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait avec. Quand un jeune a fini ses études, la grande question aujourd'hui c'est « What's your gap ?» C'est quoi votre gap? Ça veut dire « Qu'est-ce que vous allez faire après les études ?» Et donc on ne parle pas du travail, on parle de 4 à 6 mois qu'on fait un voyage, qu'on prend une langue, autre chose. Donc la vision avec le travail est différente. Nous, en tout cas, dans ma génération, on a fini ses études, on essaie d'aller travailler très vite et de gagner son casse-croûte pour qu'elle arrive. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. On se pose la question « Quel est le travail que je vais faire ?» Dans quelle société il veut travailler? Et donc, on a changé l'histoire. Avant, c'était moi qui sollicitais dans 3-4 boîtes en espérant qu'on va me recruter quelque part. Maintenant, c'est l'inverse. C'est le jeune qui dit « Ah, cette entreprise, je ne veux pas travailler parce qu'elle n'a pas de valeur sociétale. » Et du coup, moi, je pense que le futur de War for Talent, si on veut vraiment recruter des bons gens, il faut que l'entreprise démontre ce qu'elle fait pour la société, ce qu'elle fait pour l'environnement, ce qu'elle fait comme action sociale. Et donc, on a vraiment un changement de valeur. Et là, je trouve de nouveau que l'Europe est beaucoup mieux placée que, par exemple, les États-Unis ou la Chine, parce qu'on a une value-driven economy. On a une économie qui est basée sur des valeurs à long terme, qui ne sont pas le profit à court terme. Donc, moi, je ne crois pas du tout dans le futur de licorne, je crois dans le futur des zèbres. Des zèbres, c'est des entreprises qui pensent en termes de blanc et noir, en termes de profit et intérêt pour la société. On est avec 7 autour de table et c'est toutes les couleurs, c'est des verts, c'est des rouges, c'est des bleus et des oranges. On met tout ensemble, donc c'est presque impossible d'avoir une vision pour le futur. Donc moi, je suis un grand fan pour la Belgique, pour changer complètement la politique. Avoir une politique en 2 tours. Ça veut dire le premier tour, c'est les élections démocratiques. Le deuxième tour, c'est de nouveau le démocratique. Et celui qui gagne, il gère.
Si on a une politique On ne socialiste, pourrait pas présenter déjà des coalitions entre les deux tours, en disant voilà, vous votez pour un parti ne peut pas aller dans deux coalitions. oui, mais là, il faut vraiment avoir une vision commune. Et ce n'est pas chacun sa vision. Par exemple, aujourd'hui, on a le parti flamand qui a la vision pour la Flandre, l'autre pour la Wallonie. Et puis, c'est évident qu'il n'y a pas un programme fédéral. Donc, dans ma proposition, c'est une élection en deux tours. Le deuxième tour, par exemple, les socialistes gagnent. On a une politique socialiste pendant 4 ans. Et puis, le peuple peut dire on est content ou pas content. Ils peuvent rester. Mais aujourd'hui, c'est un mélange. Et donc, on n'arrive plus. Ce qui fait de nouveau, on en a parlé, le clivage avec les citoyens. Et avec des garde-fous sous base de tests ou d'objectifs, s'ils ne sont pas tenus, ils peuvent s'en aller, par exemple. Mais évidemment, on a tous ces rapports de la Commission, de l'OCDE, de FMI, on a tous ces rapports qui clairement disent ce qu'on doit faire pour mettre la Belgique sur les rails. Si on ne fait rien, si on ne réforme pas le marché d'emploi, si on ne réforme pas la fiscalité, en 2050, on sera à 180% de dette sur le PIB. Ça veut dire que c'était la situation où la Grèce est tombée presque faillite. Voilà, on est au bord de la faillite, en fait, clairement. Clairement, on est à bord de la faillite et donc il est temps qu'on prenne des mesures structurelles, des mesures finalement qui vont faire mal, des mesures qui vont faire qu'on mette les gens de nouveau au travail, qu'on réforme la fiscalité, que ceux qui travaillent gagnent beaucoup, plus que maintenant. Et finalement, si on ne fait pas ça, on ne va pas y arriver. Alors, un monstre du Loch Ness qui revient depuis le 7e siècle, c'est le revenu universel. Votre avis là-dessus? Mais ça va étonner, ça vous étonner, je suis en faveur. Pourquoi? Parce que si on augmente les petits salaires, entre guillemets petits salaires, si vous avez 1 000 € par mois et vous avez certainement 1 100, les 100 €, vous allez dépenser. Dépenser, donc ça va faire tourner l'économie. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. En même temps, c'est donc une mesure sociale et une mesure économique. Le chômage de longue durée en Wallonie va être transformé par le revenu universel un peu. Mais non, le revenu universel, pour moi, ce n'est pas quelque chose que tout le monde a droit et sans rien faire. C'est autre chose. Pour moi, le revenu universel, ça veut dire qu'à tout le monde, on doit garantir un minimum de niveau de vie. Et qui aurait le droit à leur revenu universel, à vous entendre? Mais on pourrait faire avec des taxes négatives. Ça veut dire que certainement, si tu n'as pas de revenu qui dépasse X, que tu ne dois pas payer de taxes, mais tu reçois des taxes. Donc on peut trouver un système intelligent de le mettre en place, sachant quand même que ceux qui ne travaillent pas, ils ont que des revenus très limités, et donc ce n'est pas un revenu à lequel on peut vivre aisément. Donc là, il faut faire d'une façon que, en même temps, on pousse les gens à aller au travail, on pousse les gens d'être indépendants et autonomes, et quand on fait ça, en même temps, on a une couverture sociale pour ceux qui sont vraiment dans la misère sociale. Un néopoliticien, il s'appelle Ivan Brugstrat, qui est un business successful entrepreneur. Il dit le citoyen doit plus s'occuper de 50% qu'il donne à l'État tous les jours quand il travaille. Et principalement les indépendants. Oui, mais c'est un peu le problème aujourd'hui. On est étouffé par les taxes. Et donc, quand on parlait tout à l'heure du fraude, quand on est étouffé des taxes, le plus haut niveau de taxes, ben, on a envie d'éviter. Et éviter, c'est soit par la fraude fiscale, soit par l'évasion fiscale en mettant en place les médecins qui se mettent en société, etc. Donc, il faut simplifier les choses. Moi, je suis un grand fan dans le même domaine du flat tax. Le flat tax, ça veut dire on a un tarif unique. 19% pour tout le monde. J'ai calculé si on fait 19% pour tout le monde, mais pour tous les revenus. Revenus de location, revenus immobiliers et revenus de travail. Si on met 19%, on a le même revenu que maintenant. Mais on aboli toutes les subventions et toutes les déductions. Voilà, c'est très simple. On n'a pas besoin de 20 000 personnes qui s'occupent de contrôle finance et fiscal. On a donc allégé cette armée-là. Tout le monde paye 19%, donc on est très motivé parce que si j'ai 100%, 100 € de plus, il me reste 81. Il faut savoir, aujourd'hui, les gens qui ont 2500 €, si on l'augmente de 100 €, il ne reste presque rien. C'est ça, c'est encore pire pour les indépendants. On est dans ce contexte-là. On a envie d'encore avoir confiance. On voit que le taux de la corruption n'a jamais été aussi haut en Belgique, un chiffre qui date d'aujourd'hui. La Commission aussi, il y a de la corruption? Mais il y a de la corruption partout. Hein. Il y a les pays comme l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie sont les pays avec le plus haut niveau de corruption, si on croit les chiffres de Transparency International. Et donc, effectivement, la corruption est liée à deux choses. Un, le niveau de taxation, première chose. Et deuxièmement, le sentiment, qu'est-ce qu'on fait avec nos impôts? On voit par exemple des pays comme la Suède, la Finlande, où le taux d'imposition est presque autant élevé qu'en Belgique, mais les gens ont vraiment le sentiment que ces impôts sont bien utilisés. Et donc là, il y a moins de fraude. Chez nous, en Belgique, il y a beaucoup de fraude parce qu'en même temps, on voit qu'on paye énormément de taxes et on voit que des scandales. Regarde tous les scandales qu'on lit avec les pensions des parlementaires et chaque scandale qui sort tous les jours. Les gens disent, est-ce que je dois payer pour ça?
Et donc, si on peut l'éviter, on l'évite. Alors, deux sujets qui fâchent, l'Ukraine, et puis on terminera avec le BRICS. Hein, on peut le prendre. L'Ukraine, toutes les guerres sont économiques, en fait. Toutes les guerres sont économiques, mais là aussi, je pense que pour l'Ukraine, il y a aussi Poutine qui rêve encore d'avoir son impérium russe qu'il n'a plus. Et donc, il a sûrement pensé qu'on prend 2-3 jours et voilà, c'est fini l'Ukraine. Et donc, il a oublié et sous-estimé la motivation des Ukrainiens dans la guerre. Et donc, ce n'est pas encore fini. Sponsorisé par les États-Unis ou c'est un vilain bruit, ça? Écoute, certainement, on a vu que le pipeline a explosé. C'est qui l'a fait? C'est les Russes, les Américains, on ne saura jamais. Mais effectivement, c'est un jeu géopolitique. On a vu avec la guerre d'Irak qui a gagné le plus, les Américains qui ont fait la reconstruction. Maintenant, tout le monde est en train de prévoir des budgets pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc, de nouveau, c'est les grandes entreprises là qui vont gagner, les grands pays. Donc, oui, c'est très géopolitique et on ne saura jamais qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais quand même, certainement, c'est Poutine qui a pris l'initiative d'envoyer ces tanks en Ukraine. Donc, là, la source du problème, elle est assez claire quand même. Donc, ce qui explique la Commission et le Parlement, toute l'Europe qui est derrière Volodymyr Zelensky. Hein. Oui, mais je pense si on va plus loin, et ce qu'on appelle scénario thinking, on peut s'imaginer qu'il y a 10 ans, en 2014, quand tout le monde était sur la place Maïdan pour dire l'Ukraine, nous, on voudrait entrer dans l'Europe. Si à ce moment-là, nous, à l'Europe, on a dit, pourquoi ne pas ouvrir les discussions pré-accession, comme on l'appelle, qui peuvent durer 10 ans, 15 ans. Si on avait fait ça, peut-être aujourd'hui on serait dans une autre situation. Donc je pense qu'on a raté l'histoire en 2014 et maintenant on paye les conséquences. On parle souvent du BRICS, hein, donc c'est le Brésil, c'est la Russie, l'Inde et la Chine, et l'Afrique du Sud et quelques autres pays. C'est quelque chose qui vous fait peur, vous, à la Commission? Moi, je pense que la Russie, il faut déjà oublier un peu pour l'instant économiquement. D'ailleurs, économiquement, la Russie, c'est 3% du monde, c'est pas grand-chose. Bien sûr, l'Inde et la Chine, ça c'est autre chose. Si on regarde l'Inde et la Chine, qui dans 10-15 ans, selon les estimations, vont représenter 50% du monde, mais là, bien sûr que l'Europe ne peut pas se laisser faire. Et l'Europe doit prendre ça comme stratégie et dire, nous, on ne veut pas devenir de plus en plus petit. On veut de nouveau, comme fait une entreprise, on veut avoir notre part du marché. Et moi, à l'Europe, je pense qu'on devait faire une stratégie pour regagner l'importance au niveau mondial. Nous avons toujours presque 500 millions d'habitants avec un pouvoir d'achat. La Chine a une population qui devient de plus en plus vieux. Ils ont plus de population, mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie, c'est encore des gens qui gagnent $1 par jour. Donc nous avons le marché ici, donc il faut que ce marché soit protégé et produit par des entreprises et par des biens et des services qui sont produits Made in Europe. On devrait faire une campagne Made in Europe. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas être calimero par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Il faut se mettre, nous, avec un objectif très clair qu'on veut de nouveau regagner le marché, et le marché industriel en particulier. Rudy Arnaud, dans un exercice, la caméra là, vous allez vous adresser aux gens qui nous regardent et dire pourquoi il faut encore avoir confiance dans l'Europe, en fait. Il faut s'imaginer où est-ce qu'on serait aujourd'hui sans l'Europe. Alors, si on prend cette question-là, la réponse est très claire. Donc, on a besoin d'une Europe. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin de l'Europe qu'il ne faut pas une Europe efficace. Donc, je pense que tous ensemble, on doit lutter pour avoir une Europe efficace et projet citoyen. Alors, une dernière question aussi, bicentenaire. On sera encore unis en Belgique ou bien ce sera une date clé pour la Belgique qui est déjà confédérée, en fait, hein, dans l'économie, dans le code de la route, dans les médias, dans tout. Donc, est-ce qu'on y existera encore, la Belgique, non? Mais je pense que la Belgique a quand même deux handicaps pour scinder. Un, les dettes. Qu'est-ce qu'on fait avec les dettes? Si on va donner les dettes à la Flandre en fonction du pouvoir d'achat ou de la population, en tout cas, ils ont 57% de les dettes, donc ce n'est pas une solution. Et la deuxième, et je compare toujours avec Tchécoslovaquie, qui avait Prague et Bratislava, nous avons Bruxelles. Et si je vais toujours parler aussi aux gens assez extrême droite en Flandre, les séparatistes, disons-le. Et quand je dis vous êtes d'accord de scinder, tout le monde est d'accord. Et vous êtes d'accord de le faire sans Bruxelles, déjà la moitié n'est plus d'accord. Et donc Bruxelles, c'est ce qui fait que la Belgique restera ensemble. Et oui, on va fêter sans problème bicentenaire et on va la fêter ensemble. Merci Rudy Arnaud de vous engager à venir régulièrement sur BAM faire un petit point. Je trouve sympathique ce que vous faites et j'aime bien que vous êtes indépendant et autonome. On a besoin dans les médias des gens qui osent dire ce qu'ils pensent et qui sont indépendants. Donc la réponse est oui, bien sûr. Ben voilà les amis, ma journée est faite, celle de Manu aussi, qui était ici dans ce bâtiment. Merci Rudy Arnaud. Au plaisir.